La course du Londres-Paris avait fait découvrir au grand public l'existence de cette nouvelle aviation ultra-légère. Il y avait quelque chose d'euphorique en ce début de décennie. Alors les années 80, c'est quand même une sacrée ouverture. Hein. Je pense que, je ne sais pas si vous les avez vécues, mais bon, les plus jeunes ne l'ont pas vécu. Je dirais que c'est presque le mai 68 pour l'aviation. C'était impressionnant. C'était Véronique et Danina en train de faire du sport à la téloche. C'était Bernard Tapie qui était en train de danser avec eux. C'était plein de choses en fin de compte. Il y avait une sacrée ouverture d'esprit et l'ULM est arrivé dans tout ça en fin de compte. À cette époque, c'était pour la première fois la gauche au pouvoir, le début des radios libres. Tout paraissait possible, et ça ressemblait à ça les années 80. On va racheter la société, oui. C'était aussi l'époque de la chasse au trésor, présentée par Philippe de Dieuleveux. Une autre solution, Hector tout à l'heure m'a dit que nous sommes passés au-dessus de 4 ailes, il me dit que c'est une école de pilotage. Je peux éventuellement essayer de demander à quelqu'un de m'emmener pour pouvoir me rapprocher de cette aile, si vous voulez. Bon, on essaie ça? On essaie de m'emmener avec un ULM pour essayer de photographier un numéro qui se retrouverait sur une voile. Alors, Philippe. Maintenant, oui, maintenant. Ah montez sur un vol solo. Est-ce que vous pouvez m'emmener? Est-ce qu'on peut monter à deux? Oui, il y a moyen. C'est sûr? Oui. Philippe. Vous pouvez m'emmener? Allez, Philippe. ok, merci, oui. Vous expliquez ce qu'est un ULM à Jean-Claude et Sylvie? Eh bien, écoutez, c'est une aile Delta avec un moteur on dirait une tondeuse à gazon. Le pilote vient de prendre de la vitesse et nous décollons. Ça y est. Bien. Ça y est, je suis en l'air maintenant. Voilà, énormément de vent. Je vois le sol qui défile maintenant sous mes pieds. Je ne suis pas très à l'aise. Enfin, j'espère que ce pilote va peut-être confirmer. Une époque où on focalisait probablement un petit peu moins sur la sécurité. La planche à voile et l'ULM étaient très en vogue, et les nouveaux pilotes ne manquaient pas d'imagination. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'ils en disent, les pionniers de l'aviation? Alors c'est vrai que l'époque était favorable à ce genre d'émancipation. Moi, j'ai fait la connaissance tout à fait par hasard, j'ai volé même avec lui, de Chuck Yeager, le mec assez fabuleux, et qui n'en revenait pas lui-même de ce mouvement, alors que lui, il a connu, franchement, tous les machines d'essai de l'époque, qui étaient la gloire des pilotes d'essai. Il n'en revenait pas de voir tout ce mouvement émergent qui donnait un sentiment de liberté. C'est greffé là-dessus un autre milieu, une autre culture, c'est-à-dire la culture de l'avion, pour le coup. Hein. Et donc là sont arrivés des gens qui avaient une culture donc, beaucoup plus domestiquée, on peut dire, qui avaient l'habitude de se poser sur des terrains déclarés, d'être en contact avec une tour de contrôle, et qui attendaient aussi un certain niveau de sécurité. Bon. Alors effectivement, je me suis retrouvé au milieu de tous ces ulmistes, ces nouveaux fous volants. Moi qui venais de l'aviation militaire avec une formation assez stricte, j'étais plus à l'aise dans les gouvernes aérodynamiques que les voilures de vol libre. J'ai aussi rencontré beaucoup de pilotes d'avion, de pilotes de ligne. Il y en a beaucoup, et c'est l'exemple des Felzer, Fourtic, qui sont venus à l'ULM parce qu'ils avaient aussi des gens qui aiment voler, parce qu'ils voulaient vivre autre chose. Ben les vrais pilotes, il n'y a pas de secret, ils se mettaient aussi à l'ULM. Donc il n'y avait pas de problème de critique. Ils disaient, putain, ce que tu fais, ça me plaît. Parce qu'il y avait cette notion de liberté que l'aviation générale est un concept très, très strict.
À l'époque, c'était des sports qui ne coûtaient pas très cher, qui faisaient rêver tout le monde, et c'était nouveau. On va pouvoir voler pour pas cher et puis s'affranchir peut-être de tout un tas de contraintes, des aérodromes, de toutes les contraintes, brevets, de tout un tas de choses, alors qu'on était déjà breveté, qu'on avait une certaine expérience. Donc ce monde-là est arrivé et ça a donné un autre type de compétition qui a eu, je crois que la première c'était en 83, hein, c'était le Grand Prix de France. Mais alors là, évidemment, c'était pas du tout le même milieu, c'est-à-dire que... On a vu arriver effectivement toute une faune bigarrée qui avait accès au financement auquel les pionniers n'avaient pas forcément accès. Autant le milieu du Delta, c'est un milieu très populaire au fond et assez peu friqué, mais là c'était un milieu beaucoup plus riche, de publicitaires, de gens qui étaient, de Parisiens beaucoup, bon, et qui ont monté cette compétition du Grand Prix de France. Alors oui, effectivement, il y a eu ce rallye, ce premier Grand Prix de France, qui a été fabuleux et un petit peu catastrophique aussi. Il y a eu une espèce d'émulsion un peu prématurée, là. Bah là, ça a été le début de la fin, si on veut dire. En fait, l'organisateur qui s'appelait General Media était très fort en communication. C'était d'abord très médiatisé. D'abord, c'était très bien organisé. Au sol, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de public, mais c'était euphorique, hein, euphorique. Je me souviens, ne serait-ce qu'au départ, même avant le départ, quand on préparait nos machines dans notre hangar sur notre aéroport, là, à Marville, il y avait plein de gens qui venaient voir. Il y avait tellement de communication en amont de l'événement qu'il y avait plein de gens qui venaient nous voir dans le hangar, préparer nos machines. Et du coup, on a été obligé de mettre un cordon à l'entrée du hangar, la porte ouverte, pour que les gens s'arrêtent à l'entrée du hangar et qu'on puisse travailler tranquille sur nos machines. Et puis est arrivé les premiers sponsors parce qu'ils trouvaient ça drôle. Ben oui, c'était presque, comme on disait, un peu pro, quoi. C'était... Bon, il y avait du plaisir, il y avait de la rigolade quand même. Mais... Il y avait l'équipe Mercier avec Fourtic, Pescarolo, Auriol, c'était les concurrents et néanmoins amis. L'équipe Mercier, ils avaient des combinaisons blanches du matin au soir. Ils changeaient et ils étaient toujours nickel. Dès qu'il y avait une tâche, on leur changeait parce qu'évidemment, ils avaient un budget que nous, on n'avait pas. Des pros du sport, de sport mécanique, qui sont venus s'y intéresser par passion, hein, pas... Après, comme c'était déjà des stars avant d'arriver dans l'ULM, forcément, ils ont créé le buzz naturellement. À la fin, on avait quand même une tenue qui n'était pas terrible. Sur les photos, ça ne se voyait pas trop. Enfin bon, nous, on les voyait au petit déjeuner. Et eux, ils étaient blancs, nickel et tout. Ils étaient beaux comme des dieux en plus. Ils étaient beaux. Ils étaient beaux, ouais. C'était motivant quand même d'être avec eux, je trouvais. Je me souviens très bien avec l'équipe de Fourtic, où il y avait Hubert Auriol, Henri Pescarolo, et puis moi... On était la bande des quatre, on faisait des conneries, la traversée de la Manche, tout ça, bon. Toute la bande de chez Mercier, là, qui à la fois avait une très très belle image,
Et puis il était très sympa. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était des gars qui avaient pris la grosse tête. Bon, ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire pour qu'il y ait un retour médiatique, évidemment. Ils voulaient rendre à leurs sponsors, il y avait un esprit très compétition, prêt un peu à tout pour arriver à être les premiers. Mais un type comme Henri, qui m'a beaucoup appris sur le sponsoring, sur le professionnalisme, c'est des types qui sont... Henri particulièrement, qui est d'un professionnalisme, et puis il m'aimait bien, mais je le voyais, des fois je volais, quand il y en a un qui ne pouvait pas venir, je volais quelquefois pour eux, et il m'engueulait, parce que moi je voulais rigoler, quoi. J'y allais pour rigoler, mais il me disait, quand même des petits meetings de rien du tout, il disait non, il faut être là avec ta combinaison, le sponsor en avant, il m'expliquait comment bien mettre la combinaison pour qu'on voit les sponsors, et puis jamais en retard, toujours. Non, il était très cadré. Beaucoup d'argent, des gros sponsors, et notamment... C'était l'esprit du Dakar qui suintait sur le Tour de France. C'était l'origine Dakar, on sentait bien tout ça. Bien sûr, on était tous sponsorisés, enfin, bon, à quelques exceptions près, puisqu'il y a notre copain Bardavoir qui a cherché un sponsor en vain. Donc nous, on avait un gros semi-remorque chez Adair qui suivait avec tout un tas de gens. On trouvait des sponsors à l'époque relativement... enfin peut-être plus facilement qu'aujourd'hui, mais il y avait eu un vrai engouement. On avait les Motès chez nous qui avaient signé, toutes ces jeunes femmes extraordinaires. J'avais mon brevet d'avion, et quand il a fallu monter une équipe féminine, j'ai essayé de draguer autour de moi toutes celles qui faisaient... La plupart faisaient de la moto déjà. En fait, on était une bande de filles qui avaient fait pas mal de motos. Christine Lefort-Martin, 30 ans. Marie-Do, 35 ans. Donc Christine Martin, Marie-Do, qui avait fait les deux avaient fait le Paris-Dakar plusieurs fois, donc était un peu déjà sport mécanique. On avait arrêté la moto, on cherchait quelque chose qui puisse aussi nous emballer autant que la moto. Et puis bon, ça s'est trouvé que l'ULM est venu à ce moment-là, et on a toutes plongé pour ce nouveau sport. Et quand tu fais Paris-Dakar en moto, c'est quand même très dur, il y a une vraie... Ah, ça n'a rien à voir, oui, ça n'a rien à voir. L'ULM, c'est pas physique du tout, hein. C'est une tension nerveuse, bien sûr. C'est une bonne école de maîtrise de soi, tout ce qui est aérien, parce qu'il faut mieux pas paniquer dans ce genre de choses. Je me souviens, tu m'as téléphoné, tu m'as dit est-ce que tu veux faire le Tour de France en ULM? Je dis ouais, enfin bon, ULM c'est quoi et tout, t'inquiète, je m'occupe de tout. Donc elle nous a trouvé les ULM. Les 4 Quicksilver avec le budget. Le moniteur, parce qu'on ne savait pas s'en servir. Tous les week-ends, on partait. Tous les week-ends, à Romilly-sur-Seine, dans le brouillard, la nuit, le froid. On a eu je sais pas si on dit, notre brevet. Je sais pas, il n'y avait pas de brevet encore à l'époque, mais on a eu le droit de piloter. Oui, c'était pas très difficile. Hein. On appuyait comme ça montait, on tirait comme ça descendait. Il y a des filles pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration parce qu'elles sont lancées là-dedans avec un bagage minimum. Les deux sœurs Ginger. C'était très simple en fait de piloter un ULM, les réglementations étaient très simples, et puis ça décollait tout seul et s'atterrissait tout seul sur des champs, donc c'était même pas dangereux parce que même s'il y avait une panne moteur, on flottait quand même et on finissait par atterrir. Il fallait juste pas se trouver au-dessus d'un bois, quoi. Et puis même, moi j'ai déjà vu des gens se poser dans des arbres et on allait les chercher dans les arbres. Ces machines étaient d'une très grande fiabilité, d'une très grande sûreté. Le Quicksilver, c'était un parachute. Il devait y avoir les premiers 5 de finesse. Donc on coupait les gaz, on se posait, comme on dit, on finissait dans les branches, on s'accrochait aux branches, et puis voilà, si vraiment on était au-dessus d'une forêt. Le Quicksilver avait ceci de magique, c'est qu'en fait, il y avait un manche, et on montait, on descendait, et ça virait en table de bistrot. C'est-à-dire qu'on l'inclinait, au bout d'un moment qu'il était incliné, il finissait par virer. Donc on s'est embarqué pour cette nouvelle aventure. The big stuff. Who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love. Now because you wear all those fancy clothes.
aujourd'hui? Voilà, affreux. Il est sur place. Who do you think you are, Mr. Big Stuff? Franchement, voler dans ces conditions, je suis pas franchement d'accord. I've seen you hit. I know you broke their hearts one after another now, bit by bit. You made them cry. Many poor girls cry. When they try to keep you happy, they just try to keep you satisfied. Mr. Big Stuff, tell me, who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love. C'était beaucoup de légèreté, ouais. Pas de l'insouciance vraiment, parce qu'on faisait gaffe quand même. Hein. On avait quand même le sens de la conservation quand même. On n'y allait pas quand il pleuvait, quand il y avait trop de vent, et puis quand le vent était de travers, qu'on ne pouvait pas décoller, atterrir. Non, on faisait quand même très attention. J'ai été émerveillé de voir des gens qui avaient terriblement envie de voler. Participer à un événement grâce au Grand Prix, alors le Mont-Saint-Michel, ce sera mon point sublime. Les Landes, quelque chose de particulier, qui va me faire saliver. Carcassonne, pour qui j'ai un faible. Et pourquoi pas les chevaux camarguais au Sainte-Marie, les flamants roses, et tous à Cannes, entre copains, vainqueurs. On se rendait compte qu'on était un peu des pionniers. Il y avait, je ne parlerai pas d'un esprit de corps, mais d'un partage commun. Il y avait une solidarité, une complicité, une camaraderie entre tous les concurrents. Quand un concurrent au classement général nous passait devant, on l'applaudissait, on le félicitait. C'était comme une compétition, hein, mais bon, très 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 sympathique et vraiment on faisait la fête. Là, il n'y avait aucun problème, surtout qu'on a eu un temps exceptionnel. La météo, elle est bonne, elle est bonne. On a depuis une semaine, on a que du soleil. On a un petit vent nord qui va virer à l'est, comme on part vers l'ouest, vers les côtes de la Manche. On aura le vent dans le dos, ça baigne dans l'huile. Ça se présente assez bien aujourd'hui. On va faire un peu de jeu de piste aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance fantastique, quoi. C'était l'humain qui faisait tout. Et on pouvait monter sur n'importe quelle machine, elles étaient toutes à peu près avec les mêmes performances faibles par rapport à aujourd'hui. Mais c'était l'humain qui comptait. C'est-à-dire que comme toujours, on essaye d'arriver au milieu de la croix. Puis j'ai voulu maintenir par terre et puis voilà. À la place d'arrondir joli puis de laisser filer sur les roues. Pour justement pas rebondir, j'ai poussé en avant puis un petit trou. Alors j'ai sauté une première fois puis ça commençait à augmenter. Ça ne peut plus arrêter. Il y avait des gens qui étaient de souche très modeste. Moi j'étais encore étudiante. Enfin il y avait tout et très sincèrement, j'ai jamais vu pendant toutes ces années du LM de différences sociales. Ça, c'est sûr qu'il y avait des disparités quand même, c'était pas... Des disparités qui étaient pas bien gênantes parce que tout le monde se cédait. Dès qu'il y en avait un qui avait une panne, tout le monde l'aidait. Oui. On ne disait pas, non, si je ne l'aide pas, comme ça, il sera pas... Tout le monde s'en foutait, le classement, on s'en fichait. Ça. En fait, ça ne voulait pas dire grand-chose, pour tout dire. Le classement, nous, ce qui comptait, c'est de démarrer, parce que bon, c'était pas tout le temps évident. Voilà, il fallait que l'ULM soit en état de marche pour démarrer. Et surtout, arriver... Je viens de casser ma courroie qui a sauté. Alors elle a passé dans l'hélice et elle est fracassée. Et pourquoi l'étape est finie? Ah non, on répare immédiatement. Et tu repars? Oui, oui. On était des équipes, des groupes, des copains, et c'était un peu comme des vacances. Donc partout, mais vraiment partout où on est arrivé, tu voyais que les gens se pliaient en quatre. D'abord, c'est les villes qui recevaient. Et ils se pliaient en quatre pour que ça se passe bien. Il y avait un accueil du public partout, quoi. C'était organisé à ce que les gens puissent s'approcher de nous. Bon, après, dans des conditions, des fois, très limites, qui ont été changées par la suite, hein, parce que c'était un peu craignos aussi. Mais il y avait cette ambiance qui était géniale partout où on a pu passer, quoi. Là, c'est pas tellement sérieux, votre truc, là. Hein? Juste un fil dessoudé, il se casse la gueule. Alors on pensait qu'ils voulaient récupérer une vache, c'est pour ça qu'on est venu voir. On dit, bon, puisqu'il y a une vache, ils vont se tirer avec ça. Le Grand Prix de France, oui, c'était grisant, en fait. C'était une ambiance grisante. L'aventure, quoi. Une aventure sympathique, avec des gens qui prennent des risques mesurés. C'est vrai, c'était grisant. Mais on volait tous les jours, c'était dur, quand même. C'était des très bons organisateurs, sauf qu'ils connaissaient mal la discipline. Hein. Donc ça posait des problèmes. Ça n'en a pas posé sur le Londres-Paris, mais ça en a posé sur le Tour de France.
Mais par la suite, j'ai appris à les connaître. Bernard Lamy était un passionné d'aviation. Être un organisateur et le directeur de course d'un Grand Prix de France ULM, c'est pas une chose très facile. Je me considère en fait comme un chef d'orchestre, dirigeant d'une part l'organisation d'accueil, qui s'occupe de l'hébergement et du bien-être des concurrents, et d'autre part, une équipe technique très professionnelle chargée de contrôler et de faire respecter le règlement de la course. Bernard Lamy, c'était notre maître, notre gourou, notre père. Tout ce qu'il disait, on le faisait, on avait une confiance absolue, il avait ses colères et ses sourires. C'était un homme extrêmement attachant. Sachez vous-même ce que vous avez à mettre dans votre moteur. Si vous ne connaissez pas la quantité de votre réservoir, alors là, je me demande si vous faites là. Vous savez, vous lisez rien alors. Bon. On est parti d'Épernay pour aller en Bretagne en passant par le Mont-Saint-Michel, qui est quand même assez exceptionnel. Ensuite, on est descendu le long de l'Atlantique, on est arrivé près des Pyrénées. On longeait les Pyrénées pour arriver à Cannes, en principe. On volait dans la journée, bon ça va, mais il y avait des étapes où il fallait replier la machine le soir pour redécoller ailleurs le lendemain. Enfin, c'était rare, mais c'est arrivé, notamment à Pau, je me souviens. Il fallait regarder sur le parcours s'il n'y avait pas des gars qui étaient groundés pour pouvoir le dire à l'arrivée. Il fallait chercher un tel à tel endroit. Fallait s'occuper de gérer tout ça. Il y avait toujours des réparations à faire le soir. Certains tordent des tubes, d'autres perdent des roues, mais on répare et on repart. C'est l'aventure de ces drôles d'oiseaux. Et on en est au 6e moteur pour 2 appareils. 6e moteur et on n'en connaît pas encore la cause de la casse. On espère retrouver la panne, soit ce soir, soit demain matin. On est confiant, il n'y a pas de problème. C'était un peu une ambiance plutôt Paris-Dakar, où on est d'accord, il y a des copains, mais il y a de la mécanique, il y a de l'engagement, il faut être prêt le lendemain, on dort peu, on se fatigue beaucoup, on fait un peu la fête, pas beaucoup en fait, pas beaucoup parce qu'on est crevé. Puis on est itinérant, on change tous les jours. Non, c'était quand même, c'était un vrai rallye. On a réparé cette nuit, on a décollé ce matin pour arriver jusqu'ici, quoi. On espère pouvoir reprendre la course aujourd'hui normalement. Puis il y a eu des gens qui ont créé, avec des arrière-pensées un peu mercantiles, des ULM qui n'étaient pas aussi fiables que certaines machines, comme les Quicksilver. C'est vrai que c'était miraculeux à l'époque. Tu avais des gens qui fabriquaient des ULM avec des tuyaux de chauffage central. Le fameux X99. Bon, je dois dire au départ qu'elle était impilotable. À l'usage, était très décevant quant à ses performances. J'ai fait 2 360 pour savoir si le moteur allait tenir ou pas. Et là, je suis tombé en panne. J'ai remis en route une fois en l'air. Et je suis retombé en panne. Alors le seul champ dans le secteur était celui-ci, on n'hésite pas. La première fois que tu fâches? Non, c'est la 3e. Puis il y avait un matériel extrêmement rudimentaire. Pour la vitesse, il y avait une espèce de tube comme ça, voilà, avec une bille dedans, et puis un trou là, et puis le vent rentrait là, remontait la bille. Et en fonction de la hauteur de la bille, on voyait à quelle vitesse on allait. On avait un briefing tous les matins, de toute façon, comme toutes les courses. Donc ils nous donnaient un peu les instructions, les conditions météo, les épreuves à faire, les points remarquables à aller chercher, etc. Jusqu'à présent, on a eu une chance aussi inouïe parce qu'il a fait grand bleu, pas de vent, sympa. Là, il commence à avoir quelques cumulus. Au bout de 3 jours, j'étais en tête de la course. 4 jours, et il n'y avait aucune raison que je sois rattrapé, aucune raison, parce que j'étais entraîné, je ne ratais jamais une précision d'atterrissage, en navigation je pointais tout le temps dans la minute, et donc il y a des gens, en particulier les gens des pendulaires, qui ont gueulé en disant « ouais, c'est dégueulasse, c'est une course d'avion, etc. » Mais en tout cas, la compétition aussi était nouvelle, donc les organisateurs ont fait ce qu'ils ont pu pour créer des règles, des épreuves et puis des comptages de points. Mais ils ont, devant la levée de bouclier, ils ont inventé au cours d'épreuves des épreuves qui n'existaient pas au départ. C'est-à-dire que par exemple, on devait faire Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Rochelle, sans montre.
Bon, alors, sans montre sur une machine, comme quand on connaît le vent, on vous fait la dérive. En plus, sur les machines, il y a des compteurs d'heures. Donc, plus ou moins, on pouvait estimer. Voilà, moi, j'ai dû prendre 2 minutes dans la tronche là-dessus. Or, il y a 20 pilotes qui ont pris 0. Ça veut dire qu'il y a, juste avant d'arriver à l'aéroport de La Rochelle, il va y avoir 20 montres dans les champs qu'ils ont jetés dans les champs, puisqu'on avait donné nos montres, etc. Donc les mecs ont triché. Ce qu'on appelle compétition en ULM, bon, c'était des rallyes bon enfant, parce que franchement, les règles étaient... bon. L'ULM se prête mal à la compétition, il faut être clair. Bon, il y avait des points attribués, mais franchement, c'était plus un rallye entre copains. Et j'ai pris 1060. Je suis tout le temps en avance, tout le temps en avance. Il y a un classement, mais il y a des anomalies flagrantes au classement au niveau des comptabilités de points. Hier, j'ai fait un sans faute totale et je me retrouve avec 80 points de pénalisation. Bon, très vite, on est arrivé dans le sud-ouest. On se souviendra longtemps quand même de l'atterrissage à Pau. Pour l'instant, ça se passe bien. Au point de vue sécurité, on est vraiment juste, mais je crois qu'il n'y a aucun problème. Tout le monde a compris qu'il fallait se poser plus ou moins avant. Pour l'instant, c'est bien. C'est l'endroit le plus dangereux que j'ai connu. À partir du moment où il y avait une surface de quelques centaines de mètres, il n'y a pas de raison qu'un ULM puisse pas se poser. Alors, on a vu arriver des gars qui n'étaient pas tous des cadors, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils avaient commencé l'ULM 15 jours avant. Hein. Et jusqu'à, malheureusement, les Pyrénées, où là, les vols étaient un peu plus compliqués, parce que, à cause des reliefs, déjà. L'épreuve Saint-Giron-Carcassonne. Les pilotes de planeurs nous disaient mais il ne faut pas voler aujourd'hui, il y a des cisaillements dans le ciel. Et c'est quand même un endroit où, réputé, il y a des planeurs qui cassent des longerons parce qu'il y a du cisaillement. Donc moi, à peine j'ai décollé, j'ai cru que j'allais crever comme les copains, je suppose, ont dû vivre la même impression. Il y avait des rotors, le moteur calait tellement il faisait chaud. Parce que je montais, je descendais comme un mec qui est en train de secouer le noyer pour faire descendre les noix. Et là, il y a des morts, oui. Et au-dessus, mettons, à 2000 ou à 3000 pieds, l'air était laminaire. Donc je suis monté à 3000 mètres, j'étais au-dessus de la turbulence et j'ai fait un vol idyllique, quoi. Quand on est monté en haut, les mecs ils sont arrivés à Carcassonne impeccables, sans aucun dommage. À la descente, évidemment, les gars t'agrippaient la machine parce que ça demandait qu'à partir sur le dos. Et puis, bon, tu voyais à leur tête qu'il y avait eu quelque chose qui ne s'était pas bien déroulé. Donc c'est pour ça que je dis que ça a été le début un peu de la fin. Et puis on a bien entendu le moteur qui s'emballe. Peut-être l'hélice qui a dû couper un rebond. C'est difficile parce que c'est des témoignages de gens qui ne connaissent pas la technique, donc c'est des témoignages qu'on ne peut pas confirmer. Il faut attendre une expertise complète de l'appareil pour savoir ce qui s'est passé. Il est un fait qu'on était un peu plus haut dans des turbulences assez sévères. Il y a un sens de la responsabilité qui est énorme parce que on est seul juge de sa machine, de la météo, du terrain sur lequel on décolle, de sa forme physique. Il n'y a personne pour vous mettre des garde-fous. Donc le vol ULM, c'est un vol très très responsable. En réalité, on était parti de quelque chose de très médiatique, positif, qui s'est transformé assez rapidement, dès le début. Il y a eu des accidents graves. Parce que il y avait beaucoup de problèmes de sécurité qui n'avaient pas été réglés et on n'avait pas trop envie finalement de mettre ces problèmes au grand jour, sachant qu'on faisait ce qu'il fallait pour essayer de les résoudre. Là, ça a donné un coup de frein. Parce que les médias sont toujours prêts à rebondir évidemment sur l'aspect un peu dramatique. Ça a été le début et la fin parce que malheureusement il y a eu des accidents. C'est passé pour beaucoup de personnes comme une activité dangereuse. Mais on a eu des journalistes qui se sont fait peur et donc qui ont fait peur et qui ont mis en exergue ces accidents. C'est vrai qu'il y en a eu et c'est vrai que c'est très regrettable, mais il y en a en voiture, sur l'autoroute, il y en a tous les jours des accidents. Et là, ça a poussé un peu les choses sur le devant de la scène, alors qu'elles auraient gagné à être un peu encore maintenues derrière, quoi. Sans aucun doute, le Grand Prix de France avait ébranlé la confiance du public. Et même si la fin fut quelque peu amère, il faut bien reconnaître qu'il y avait un certain panache qui se dégageait de cette aventure. De l'enthousiasme, de l'amitié, du suspense, et puis comme dans un grand film de cinéma, forcément un peu de drame.
En ce qui me concerne, je suis loin d'avoir trouvé toutes les réponses à mes questions. Et même si le Grand Prix de France reste un événement majeur dans l'histoire de l'ULM, il me reste beaucoup de chemin à parcourir pour percer son secret. C'était devenu un petit peu le truc à la mode. Il est venu à l'ULM quand il a appris qu'il y avait le rallye des pharaons. C'était un truc de star, quoi. Et puis c'était très photogénique. Nous avions souvent des pannes moteurs parce que ça serrait tout le temps, ça cassait des bielles. Mais tout branlait dans le manche, tout vibrait. Et il me parle de faire une traversée de la Méditerranée. André Fournel, 32 ans, et contrôleur aérien de métier. Après des entraînements, c'était faisable.